J'ai vécu une vie d'hyper-performance, une vie de rapidité. Qui suis-je quand je suis pas en contrôle? Qui suis-je quand je suis pas fort? Qui suis-je quand j'ai pas à raconter aux autres les succès que j'ai accomplis cette semaine? Le succès est dangereux quand t'en as, parce que quand t'en as moyennement, tu te laisses pas attraper par le mensonge que je suis mon succès. On est tous sur le pilote automatique la majorité du temps, puis on pense qu'on fait des choix éclairés. Mais c'est enraciné dans une peur profonde d'être faible, d'être inintéressant. J'ai toujours eu peur d'être un chip ordinaire dans le rack de chips. C'est juste de se rendre compte que j'existe, donc j'ai de la valeur. T'sais. C'est ça qu'on entend dans la spiritualité. C'est médite et tu vas vivre relax. Non. La vie, c'est de rencontrer sa souffrance. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette conversation Inno6. Aujourd'hui, je reçois un de mes grands amis, Benoît Bousquet. Benoît qui est un coach qui accompagne des gens à la reconnexion à soi, qui accompagne des gens sur leur chemin de vie dans des périodes de transition. C'est un passionné du Internal Family System. Donc, Benoît, c'est un ami de moi depuis des années. En fait, j'ai rencontré Benoît dans notre groupe de leadership, je crois en 2016. Puis, lorsque j'ai rencontré Benoît, ça a donné qu'on a fait un exercice ensemble où on parlait de nous, qu'est-ce qui nous passionne. Puis, quand je l'ai entendu parler, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un qui décrivait ma personnalité, puis ce que j'aimais autant à l'extérieur de moi. Donc, automatiquement, j'ai été attiré vers lui, puis j'ai eu le goût d'aller y parler. Au cours du temps, on est devenus des grands amis. Merci, Benoît, d'être avec nous aujourd'hui. Merci, JF. C'est toujours une joie de connecter avec toi d'une façon ou d'une autre. Absolument. Merci d'avoir accepté d'enregistrer cette conversation. Donc, tu es une inspiration pour moi, Benoît. J'ai énormément d'admiration pour le travail que tu fais, puis la dédication, l'engagement que tu as envers tes pratiques. Et c'est une des raisons pourquoi que je t'ai invité, pour que tu puisses nous partager ta médecine, que tu puisses nous partager ton authenticité. Puis, qu'est-ce que tu utilises, puis comment tu fais pour surmonter tes défis, des nombreux défis que tu as fait face. Puis, ce qui m'amène à te demander, c'est quoi qui t'a amené, en fait, dans ton chemin de transformation, dans ton chemin de reconnexion à toi ou dans ton chemin de dépouillement, si on peut dire? Ben, je pense que le désir de se reconnecter passe par un sentiment d'être vraiment déconnecté, je Mmh. pense. En tout cas, c'est comme ça, moi, je Mmh. l'ai vécu. Tu sais, on dit on est sur son X, on n'est pas sur son X. En fait, on l'est tout le temps, là. Ça, c'est ça la grande blague cosmique. Mais, en fait, j'ai vécu une vie d'hyper-performance, une vie de rapidité. Papa de 3 enfants, coach, les 3 jouent au hockey à un certain moment donné, conjointe professionnelle qui a un travail demandant, tout le succès que notre société appelle le succès, là, c'est ça que j'allais vite, vite, vite. Jusqu'à temps que je sois en décalage avec mon corps physique, heu et mon corps spirituel, mais ça, je l'apprendrai vraiment plus tard. Mais mon corps physique a dit: «Ben non, c'est parce que ça marche plus ton affaire. Tu peux plus faire du triathlon, puis avoir une business, puis performer 24/7, même en vacances. Parce qu'en vacances, il faut en profiter, puis il faut se reposer. Fait que j'étais là-dedans. J'étais là-dedans, Exact. puis c'est pas étranger à ce que je te raconte, hein. À ce que tu as vécu toi aussi. Mais fait que c'est Mmh. ça. Je suis tombé en burn-out pour utiliser une étiquette médicale que les médecins me donneront. Euh, et ça a été le plus grand échec de ma vie, mais en fait, ça a été l'échec de la vie du personnage que je menais, qui était en fait pas moi. Euh, mais ça reste que l'échec, tu la vis, tant que tu penses que tu es le personnage. Là. Mmh. Et rapidement, dans ce burn-out-là, il se crée quelque chose qui est terrifiant. On appelle ça du temps, de l'espace, puis, puis Ouais. des moments de solitude, puis en fait, on se rencontre. On rencontre ce qui nous a toujours fait peur, c'est-à-dire qui suis-je quand je suis pas en contrôle, qui suis-je quand je suis pas fort, qui suis-je quand j'ai pas à raconter aux autres les succès que j'ai accomplis cette semaine.
Mais tout ce que j'ai raconté, c'est que j'étais à la boîte à mal puis j'ai fait du lavage parce que je peux plus travailler, tu sais. Et donc, c'est la vie qui m'a imposé un chemin spirituel, en fait. Ou mon higher self, ou peu importe, on pourrait aller loin là-dedans, mais Mmh. et, et, et quand je suis allé dans ce chemin-là, j'ai réalisé que j'avais plus envie de courir, puis de fuir, puis de faire des affaires, donc j'ai eu la chance d'être acheté par mes partners, qui a été une grande chance, puis ça a été vraiment plus rapide que... Une partie de moi était content que ça se fasse rapidement, puis ça se fasse. L'entrepreneur en moi était prêt, puis savait calculer, disait c'est un bon deal, cool, on passe à d'autres choses. Mais l'humain et tous les deuils qu'il y avait à faire, ben ça a été plus long, hein. Le deuil des amis, le deuil du rite, le deuil du rôle, du prestige, tout ça, ça a été un petit peu plus long. Puis, ben, j'ai pris plaisir. Je dis le mot plaisir, mais je suis pas sûr que c'est ça. J'ai réalisé la valeur du silence, la valeur de la lenteur. J'ai réalisé tout ce qu'il y avait de vrai dans cette nouvelle vie-là et tout ce qu'il y avait de faux dans l'ancienne vie. Euh, et quand je dis vrai, je dis pas confortable et agréable, là. C'est pas Mmh. une chose, là. Il y avait beaucoup j'avais beaucoup d'amour à me donner, beaucoup de pardon à me faire, beaucoup d'apprentissage de ma vraie valeur quand je fais rien, quand j'ai rien à dire, quand j'ai pas d'accomplissement à partager. Donc, fait que ça a été ça. C'est Puis à un moment donné, ben, avec le temps, je suis devenu coach et dans cette lenteur-là, dans cette écoute-là de l'autre, ben, tu apprends à t'écouter toi-même. Et puis c'est devenu le silence, la lenteur, c'est devenu une condition de base de ma vie. Donc, tu sais, le chemin spirituel, c'est comme le chemin c'est le chemin qui me fait. C'est plus moi qui marche le chemin, c'est le chemin qui me Mmh. fait. Euh, Entre autres par le nouveau type de relation humaine que j'ai, qui avant était transactionnelle. Si j'avais du temps à te donner, c'est parce que tu avais de la business à me donner ou etc., etc. Maintenant, c'est les gens que je rencontre dans les contextes que je rencontre, ça amène à toujours continuer le chemin ou se laisser guider dans le chemin, si tu veux. Ouais, je me reconnais beaucoup dans ce que tu mentionnes, puis surtout la partie, tu sais, des relations transactionnelles. Puis quand on est là-dedans, on s'en rend même pas compte qu'on est Mm, là-dedans. mm, exact. On on pense que, ben, c'est ça. C'est ça Ouais. les relations. Mhm. Je t'amène de quoi, tu m'amènes de quoi, puis, tu me grattes le dos, je te gratte le dos, puis tu Tu me grattes plus le dos puis je te flush. exactement. Ouais, Exact. Exact. je vais en chercher un autre qui va me gratter le dos. Exact. Ouais, exact. Ouais, puis en fait, quand on est dans un mode transactionnel, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on crave, on est assoiffé d'une relation qui n'est pas transactionnelle, mais on ne sait pas comment Mmh. faire Ouais. autrement. On ne sait pas comment faire, tu sais. Et je le vois aujourd'hui parce que maintenant que je suis plus dans je suis plus dans ce mindset-là, même si j'ai des relations transactionnelles dans ma vie, j'en ai. Euh, je vois l'autre qui peut m'approcher dans un rôle transactionnel et ne pas me sentir vu comme humain derrière qui je suis, tu Mmh. sais. Donc, tu peux arriver dans une quincaillerie, demander de l'aide à quelqu'un, puis avoir une relation complètement transactionnelle, c'est-à-dire se foutre de l'humain qu'il y a derrière le gars qui va te dire sont où les vis, whatever. Mais tu peux avoir une relation transactionnelle et être en contact avec l'humain qui joue le rôle de l'employé de la quincaillerie à ce moment-là, tu sais. Donc, mais je peux pas me blâmer d'avoir fait ça. C'est un stade d'évolution normal d'un être humain. Mais disons que je l'ai exploité beaucoup, ce Mmh. ce stade-là, jusqu'à m'enlever le cœur, puis avoir soif de d'autres choses, puis d'avoir soif de quelque chose que je savais pas c'était quoi. Tu sais. J'avais soif, mais je savais pas de quoi j'avais soif. J'avais soif de vérité, j'avais soif de vrai. Puis c'est justement quand je suis arrivé dans ce groupe de leadership-là avec toi, que là, j'ai regardé les autres personnes, puis j'ai appris.
j'ai découvert ce que j'avais envie, c'est-à-dire des Mmh. contacts authentiques, des contacts, vrais, des contacts vulnérables où est-ce que, heu, un gars comme toi qui, malgré qui est dans son rôle de super-héros puis de performant, ouvre une brèche de vulnérabilité, puis ouvre une brèche de vérité, puis une brèche de qui il est vraiment. C'est là que moi, j'apprends à être vulnérable puis à m'ouvrir, à dire: «Hey, c'est donc ben bon ça, puis c'est donc ben vrai», puis et là, ben, on vient addict à ça parce que c'est à ça qu'on c'est à ça que tout le monde crave, des relations authentiques, des relations humaines, tu sais. Mmh. Ouais, absolument. Ah, c'est un désir profond que chaque être humain a, Exact, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de le nommer, que exact. c'est ça leur désir. Ouais, Puis parce qu'on est tellement ensevelis par les conditionnements, par les croyances que la société nous ouais. a miroitées de c'était quoi le succès, de c'était quoi les relations, de c'était quoi avoir du fun aller en vacances, etc. Ça ressemble à quoi selon la société qui veut qu'on consomme puis qu'on dépense notre argent le plus possible sur notre maison, sur notre auto, sur notre montre, sur notre chandail, qui fait en sorte qu'on oublie qu'on est un être humain avec un cœur qui a des émotions, puis qui des fois est fatigué, puis c'est normal d'être fatigué, Mmh. qui a des cycles comme les saisons. Donc, on ne peut pas être performant 365 jours par année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu sais, ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc, moi, c'est beaucoup à ça que j'ai touché quand j'ai commencé à ralentir, à toucher à hey, mon corps a des cycles. Mmh. Mon corps, il n'est pas toujours une machine que je pèse sur on puis qui fonctionne. Tu sais. Euh, Puis on s'est rencontrés, je pense, en 2016, puis en 2017, mon père est mort. Ça a été un des plus gros chocs émotifs de ma vie. Mmh mh. Où ce que j'ai tombé en dépression, tu sais, mais pas diagnostiqué, ou ce que j'ai pas, pris de médicaments ou quoi que ce soit, mais je savais que, j'étais au fond du baril, là, quand que j'étais plus capable de faire un échauffement d'entraînement, là. Ouais, C'est aller marcher 10 minutes, 15 minutes, j'ai essoufflé, là, tellement que j'en avais beaucoup sur mes épaules, tu sais, depuis longtemps. ouais, La mort de mon père a fait, révéler, en fait, tout ce qui était déjà là, parce que exact. là, je suis tombé dans un état émotif de deuil, de choc, et là, mon corps était plus capable de prendre plus que ça. Ça a été, extrêmement difficile à accepter que Ouais. mon Mmh. corps était pas capable. Puis ça, c'est quelque chose tu sais, qu'on a vécu de très similaire comme expérience, de de voir notre corps, décider qu'est-ce qui allait se passer et non notre tête qui nous avait drivé toute notre vie à faire des choses, à rentrer dans les rangs, à finalement être un produit, du succès de notre société. Exact. Puis, tu sais, je dis souvent que le succès est dangereux quand tu en as. Parce que quand tu en as moyennement, tu te laisses pas tu te laisses pas attraper par le mensonge que «je suis mon succès». Mhm, mhm, Tu sais, puis tu demandes à n'importe quel super achiever que je suis, que tu es, heu, est-ce que tu es ton succès? Non, non, je suis pas mon succès, mais en quelque part, on se crée ce mensonge-là que je suis mon dernier Ironman ou je suis, le dernier matin que je suis pas allé courir parce qu'il faisait trop fret. Tu sais, je suis mon échec, je suis mon et quand on se fait attraper par ce mensonge-là, qu'on se compte soi-même mhm, et qui est renforcé par la société big time. Qui suis-je sur LinkedIn si j'ai pas de succès ou j'ai pas de titre mhm. professionnel ou Ouais. whatever? Hem, mais quand on se fait attraper par ça, il faut que notre corps suive. On le contraint à nous suivre, à à obtempérer à nos objectifs, et on contraint notre corps à se dissocier de sa nature. Tu sais: «Ah, j'ai moins faim, j'ai plus faim», ben, ça me tente peut-être pas, moi, d'aller rouler 150 kilomètres en fin de semaine parce que j'ai une grosse semaine, puis fait que, tu sais, tu dois te dissocier de ton corps en quelque part dans notre société d'aujourd'hui si tu veux être capable de d'avoir un succès d'affaires ou d'avoir un succès sportif ou peu importe le succès. La compétition est tellement forte, que si
tu peux le voir dans le sport professionnel, si tu joues pas blessé, si tu Mhm. pousses pas Ouais. les limites normales, physiologiques de ton corps, tu peux pas performer ni dans le sport, ni en affaires. Fait que ça devient quasiment se dissocier de soi dans la société, c'est quasiment une compétence nécessaire pour réussir. C'est grave à dire, mais Mhm. Ouais, en tout dans cas, le système. moi, je l'ai fait. Moi, ça a été une de mes stratégies de dire ben, je suis pas anxieux, je suis pas stressé, je suis pas fatigué, je suis pas découragé. On serre les dents, puis on répète no pain, no gain. Life is shortly hard. Je sais pas c'est quoi Never give up. les autres slogans Mhm. qui ont un certain sens si tu t'en sers 3 fois 2 heures par semaine au gym. Mais si tu t'en sers 24/7, à un moment donné, ça nous emmène où est-ce que toi puis moi on est allés, c'est-à-dire ça nous emmène dans un chemin spirituel extraordinaire. Et et ça va nous emmener, je pense, collectivement que c'est là que la société s'en va. On s'en va dans une réalisation que la performance, la compétition, le dépassement de soi, l'optimisation, l'innovation a du positif, mais qu'on a poussé on a poussé le concept plus loin que le corps physique est capable de. Et le corps mental et le corps spirituel Mhm. aussi, tu sais, qui est capable d'en prendre, tu sais. Ouais, je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu dis, justement, quand tu ramènes ça à la physiologie, tu sais, qui est mon domaine d'expertise, que j'ai toujours été dans le dépassement, mais aussi comment le corps est capable de se dépasser de façon soutenable. Puis quand j'ai commencé ma carrière en tant que coach où j'entraînais des gens, je me suis j'ai réalisé très, très rapidement que, en fait, le sport, elle n'avait rien à voir avec la santé. Mmh. La performance dans le sport n'a rien à voir avec la santé. Puis souvent, on a cette fausse conception-là, la croyance que quand tu es un athlète, tu es en santé. Mais j'ai réalisé que c'était pas vrai parce que les athlètes vont utiliser tous les moyens possibles pour arriver à une performance, incluant le doping, incluant toutes les zones grises de comment je peux optimiser ma performance, que ça soit sain ou non sain pour mon corps. Tu sais. Ouais. Puis mon corps, il peut performer, exemple, à un 120 130 pendant une certaine période de temps, jusqu'à temps que j'aille un gros rebound qui m'achève puis qui me force à m'asseoir. Combien j'ai vu de triathlètes à qui c'est arrivé? Mmh. Des gros rebounds, tombent en burn-out, un paquet de débalancements hormonaux après. Mais ça Ouais, marchait là, pendant 2 ans. ouais. Ça a marché parce que je pousse la machine, puis mon corps a une certaine résilience, puis ça prend un certain temps avant que je vide mes hormones, puis avant que je ressente vraiment les signaux d'alarme de mon corps quand que ma tête, elle me dit non, non, continue, non, non, lève-toi, va courir, non, non, on va nager, non, non, on va. Puis là, on parle de triathlon, mais ça peut être n'importe quel sport. Pas mettre le triathlon dans une boîte, mais la performance, c'est la performance. Donc, je Ouais. travaille 80 heures semaine, puis en plus, la fin de semaine, ben, je vais me défoncer dans le sport. Et Mmh. il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas soutenable. Puis pour moi, c'est une réflexion de nos systèmes qu'on a créés Exact. à l'extérieur de nous. Exact. Puis on agit de la même façon avec nous, d'une façon insoutenable où finalement, ben, notre corps physique, on ne prend pas en compte. On est très, très, très orienté vers la science. Mais pourtant, la science nous démontre que tout ça ne fait pas de sens. Ben, on regarde la science qu'on veut regarder. Exactement, c'est ça. La science, quelle science que je veux regarder, puis laquelle Exact. qui est en alignement avec mes croyances. Ouais. Puis, tu sais, une caricature de ce qu'on est en train de dire, c'est mon entraîneur que j'admirais à l'époque, puis que j'apprécie encore, mais je le vois d'une autre façon. Quand je disais hey, je suis plus capable, je vais tomber, il disait ton cerveau, c'est un menteur. Écoute pas ton cerveau, fais-moi une rep de plus. Cours un 5 secondes de plus. Ton cerveau, c'est un menteur. Fait que j'ai dit ah, it makes sense. J'ai juste à pas écouter mon cerveau quand Mhm. mes genoux ils shake puis Ah quand ouais. mes jambes ils tremblent. Fait que je me dissocie encore plus de mon corps. Mais la question, c'est au service de qui, au service de quoi je fais une rep de plus? Si c'est pour déprendre un enfant qui est pris en dessous d'une voiture, make sense. Il y a des raisons dans la vie où ça vaut la peine
transcender sa souffrance, transcender les limites de son corps, de son esprit. Il y a des moments, et c'est pour ça qu'on peut le faire, Mhm. mais au service de qui et au service de quoi? Et quand moi, j'ai fait mon burn-out, je me suis posé la question, comment ça je fais un burn-out? Le burn-out, c'est pour les faibles, ça. Moi, je fais pas partie de cette Ouais. catégorie-là, là. Puis la réponse, c'est trop de stress, trop longtemps. Elle est facile. Mais la plus grande question qui a été plus long à répondre, mais pourquoi je me suis imposé autant de stress autant longtemps? Et ça a été une aventure fascinante de découvrir euh, des parts de moi, si on revient à l'AFS, parce que dans le concept de l'AFS, on n'a pas une personnalité, mais on a une multitude de personnalités, certaines des sous-personnalités, certaines personnalités qu'on a conscience, d'autres moins, certaines qui gèrent notre vie, certaines qui gèrent moins notre vie. Et ça m'a permis d'aller visiter des parts de moi qui étaient inconscientes, que j'avais pas conscience, mais qui géraient ma vie. Celle Mhm. de si j'ai pas de succès, si j'ai pas de performance, ben je suis inintéressant, je mérite pas d'être aimé en amour, en amitié, d'être inclus dans un groupe, dans une discussion. Donc, la performance, mais pourquoi je performais? Pourquoi j'avais tant d'énergie à aller m'entraîner 4 heures le samedi, malgré que j'avais 3 gars qui jouaient au hockey, que j'avais une business? Ben, c'était enraciné dans une peur profonde d'être faible, d'être inintéressant, d'être anonyme. Pour reprendre un exemple qu'un client a déjà utilisé, que j'ai trouvé vraiment intéressant, il dit, j'ai toujours eu peur d'être un chip ordinaire dans le rack de chips. Mhm. Tu sais, le monde arrive, oh wow, un chip au barbecue, un chip aussi, mais le chip ordinaire, j'ai toujours eu peur d'être un chip ordinaire, fait que je performais pour être un chip à quelque chose, tu sais, à être quelqu'un à quelque chose, jusqu'à temps que je me rende compte que j'ai pas à magasiner ou j'ai pas à gagner mon droit d'exister, j'existe déjà. J'existe, right? J'existe. Ouais. Donc, j'ai pas à magasiner ça, tu sais. Fait que rencontrer rencontrer sa vraie valeur, c'est pas rencontrer, c'est pas trouver des raisons pour lesquelles j'ai de la valeur. C'est juste de se rendre compte que j'ai de la valeur parce que, point. J'existe, donc j'ai de la valeur, tu sais. Puis mes comportements, mes non-comportements ne définiront jamais la valeur que j'ai ou la valeur que j'ai pas. La société va s'en occuper de mettre des règlements, puis des normes, puis des. Tu fais du bénévolat, tu es une bonne personne, tu manges du chou kale, c'est encore mieux, puis etc. Tu réussis pas, donc tu pollues pas. C'est la société va toujours nous imposer des façons d'évaluer si on a de la valeur ou pas. Mais tout ça, ce ne sera que des construits qui changent d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une religion à l'autre. Mhm. Donc, quand j'ai rencontré ça, que j'ai de la valeur, pas plus que personne d'autre, pas moins que personne d'autre, puis que j'avais rien à faire pour justifier mon droit d'exister, il y a des affaires qui se sont détendues dans mon corps physique puis dans mon mental aussi, tu sais. J'ai même pas Mhm. besoin d'avoir d'opinion, tu sais. C'est Ouais. même pour exister, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis, sa valeur, puis ça me touche vraiment parce que, euh, comme tu sais, je suis très près de différentes traditions de Première Nation, puis Mhm, dans beaucoup de traditions, c'est même pas une question qui se pose, est-ce que j'ai de la valeur? mhm, Parce que non, c'est un fait. Je suis là, c'est même pas un questionnement de dire, moi, j'ai-tu de la valeur plus que elle, que lui? mhm. Non, parce que j'ai autant de valeur que l'arbre, que l'eau, que les feuilles, que les abeilles. Je fais partie de l'écosystème de la Terre. Donc, juste parce que je suis ici, parce que j'existe, j'ai de la valeur, comme tu dis. Puis c'est une des pratiques spirituelles que je pratique moi-même à tous les jours, de me rappeler que je ne suis pas plus important non plus que la Terre, puis que la personne qui a une partie de moi qui méprise. Je ne suis pas plus important que cette personne-là. C'est pas parce que j'ai un programme qui méprise
cette personne-là, que je suis plus important qu'elle, peu importe qu'est-ce que j'ai fait comme accomplissement dans ma vie. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, puis la valeur et la non-valeur, c'est toujours généré par notre mental, par notre ego. Je prends un moment pour te dire merci si tu fais déjà partie de ceux et celles qui sont abonnés et qui écoutent nos conversations. Si tu n'es pas encore abonné, prends 2 secondes pour le faire maintenant et pour partager l'épisode si ça résonne avec toi. C'est une façon hyper simple de soutenir notre mission, d'inspirer le plus de gens possible à se reconnecter à leur essence et leur humanité. Aussi, j'en profite pour te parler de notre programme et communauté. Eno6, c'est une communauté d'intégration réunissant les sciences modernes et les sagesses ancestrales. C'est un espace sécuritaire pour réconcilier ton monde intérieur, clarifier tes choix et ancrer dans ton quotidien des pratiques qui t'alignent avec ton essence. Si nos vidéos te parlent, je t'invite à aller voir notre site web au www.eno6.one pour voir si ça pourrait être un bon fit pour toi. De retour à l'épisode. Chaque échelle de valeur que tu crées, mettons qu'on prend l'échelle de valeur qu'on avait à la petite école, qui était en fonction de whatever, t'avais-tu un chandail vieux harnais, ou t'avais-tu la coupe de cheveux, ou tu courais-tu plus vite que les autres, whatever. Mais là, tu regardes ça à 15 ans, puis tu trouves ça futile, c'est ridicule, ça n'avait pas rapport, tu sais, bon. Après ça, tu montes à 18 ans, puis tu regardes les échelles de valeur de 14 ans, tu dis, ouais, c'était ridicule. Mais toutes les échelles de valeur sont ridicules. Ouais. Sont toutes, sont toutes fausses, en fait. Sont toutes fausses. Même dans la spiritualité. Ah, je vais avoir plus de valeur quand je vais méditer plus, ou je vais avoir plus de valeur quand je serai plus impatient que les enfants. C'est une nouvelle échelle de valeur qui a émergé dans ton conscient auquel tu peux adhérer. Mais si les 12 dernières échelles de valeur que tu as jetées à la poubelle parce que tu as réalisé qu'il n'y avait pas de valeur, qu'est-ce qui dit que celle que tu es en train de grimper a de la valeur? À un moment donné, il faut que tu te dises, peut-être que toutes les échelles de valeur ou de non-valeur, ben, c'est peut-être juste des construits qui nous éloignent de notre vrai essence, puis qui nous séparent. Moi, je suis bien mieux que Donald Trump parce que, de petits points, je suis un démocrate, donc je suis mieux que les républicains, ou je suis un républicain. C'est tous des construits qui servent à nous rassurer, mais qui nous éloignent l'un de l'autre. Puis ça, on en a beaucoup dans notre société et c'est encore plus exacerbé lorsqu'on entre dans le monde des médias sociaux, parce que la façon de se présenter dans les médias sociaux, c'est souvent par rapport à une opinion ou une prise de position sur contre l'immigration, pour l'immigration, anti-raciste ou anti-X ou pro-Y. Fait que là-dedans, ce n'est que des façons de se diviser, de se séparer, tu sais. Exact. Ça a été un de mes constats des dernières années, de me rendre compte comment j'étais fragmenté à l'intérieur de moi. Comment il y avait une division constante, une tension constante dans différentes parties de moi qui voulaient prendre le contrôle de mon corps puis qui disaient non, ça c'est correct, ça c'est pas correct, tu devrais être de même, tu devrais être de même, t'es passé ici. Puis justement, en reconnectant avec le IFS en 2021, ça m'a donné des outils pour être capable de naviguer ces tensions-là, puis de comprendre que, OK, il y a une complexité qui vit à l'intérieur de moi, que j'ai la capacité de rentrer en contact avec. Pour ceux qui connaissent un peu moins le IFS, j'ai des parties de moi qui me protègent, puis dans ces parties-là, j'ai des managers qui gèrent mes comportements pour être sûr que tout est correct, puis qu'il n'y a rien de mauvais qui m'arrive. Puis j'ai des parties qui me font réagir, que Dick Schwartz appelle des pompiers, qui me mettent en réaction pour me protéger contre des attaques qui pourraient refaire surgir des blessures de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la honte, peu importe c'est quoi. Quand je me suis rendu compte que j'avais un système interne, puis que tout ça fonctionnait automatiquement, sans que j'aie besoin même d'y réfléchir, ça m'a complètement ouvert l'esprit à une autre façon de rentrer en relation avec moi et donc de rentrer en relation avec les gens à l'extérieur de moi. Parce que là, d'un coup, je me rendais compte, hey, tout le monde a ça. Tout le monde a un Ouais, système. Les gens sont. exact. On est tous sur le pilote automatique la majorité du temps. On s'en rend même pas compte. Exact. Puis on pense qu'on fait des choix Ouais, éclairés. Mais ouais. ces choix-là qu'on utilise avec notre libre arbitre
sont basés sur des conditionnements 100%. Ben, qu'on n'a pas choisi la ouais, majorité du temps. exact. Puis, tu sais, l'AFS, ce que ça permet, c'est que lorsque tu as un comportement, c'est je suis X, Y, Z, ben, ce que tu fais dans l'AFS, c'est que tu essaies de t'en, pas séparer, mais de t'en distancier assez pour observer la part qui prend des décisions pour toi. Et on revient à l'échelle de valeur. Ce que Dick Schwartz enseigne, c'est que, ben, la part qui veut paresser dans le lit jusqu'à 11 heures le matin, elle a la même valeur que la part qui dit go, 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 on va aller courir. Mhm. Avec l'échelle de valeur que j'ai, que je projette sur toi, sur lui, ben, JF, c'est une bonne personne parce que ABC, lui, c'est une mauvaise personne parce que X, Y, Z, moi, je suis bon parce que, ben, si on adhère au constat que ces échelles de valeur-là, c'est juste des construits, puis c'est juste futile, on l'applique à l'interne aussi. Donc, on donne de la compassion à la partie de moi qui est donc pas assez patient avec ses enfants. Mhm. Donc, cette partie-là, au lieu de la outcaster puis de la réprimer et de dire elle est pas belle, elle est pas fine, elle devrait pas exister, ben, au contraire, on l'embrasse, on l'accueille, on l'écoute et elle se guérit, elle se. J'hésite à dire le mot guérit parce que si elle se guérit, c'est parce qu'elle est malade, mais elle n'est pas malade. Mhm. Elle Ouais. s'apaise, elle se transmute, puis elle réutilise son énergie à un autre escient dans un comportement qui est plus conscient, qui est plus sain, qui est plus approprié pour l'ensemble du système interne puis externe. Je sais que tu me comprends, je sais juste pas si c'est quelqu'un qui connaît pas beaucoup l'AFS, si c'est digeste pour lui, mais c'est tellement puissant, cette méthodologie-là. Euh, Ça a été extrêmement transformateur pour moi dans mon système à moi. Ben, je l'ai beaucoup appliqué sur moi-même. Et on s'est aussi coaché mutuellement. On en a Ouais. fait beaucoup des sessions où je te coachais et tu me coachais. Et je le vois aussi chez mes clients à quel point c'est transformateur. Euh, comment les progrès sont rapides lorsqu'on réussit à juste tasser le mental un petit peu, Mhm. puis tasser juste nos façons automatiques de se comporter avec notre intérieur. Et le remède absolu de l'AFS, c'est l'acceptation, la bienveillance, la compassion, le non-faire. Se rencontrer avec la croyance que je suis pas blessé, je suis pas malade, je suis pas brisé. Il y a juste des parties de moi qui ont peur, des parties de moi qui veulent éviter des émotions, des parties de moi qui veulent valoriser une émotion, dévaloriser une émotion. Et ça donne une certaine structure pour aller faire une introspection, mais pas une introspection mentale, Mhm. pas que mentale. Parce que c'est Ouais. facile de revisiter toute sa vie à travers des pensées et des histoires. Ben, non, je ne dis pas que c'est facile. Mais la guérison, elle vient lorsque tu réussis à rencontrer les émotions que tu n'as jamais voulu rencontrer. C'est là que ces émotions-là, ce que Dick Schwartz appelle les exiles, c'est là qu'il y a une. Je ne sais pas le mot que tu utiliserais, mais c'est là qu'il y a une libération, qu'il y a quelque chose qui se transmute, ça, ça se libère. J'ai de la misère à mettre le bon mot là-dessus, mais il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a un réajustement dans les énergies, puis il y a moins de tension, il y a moins de. Ouais, exact. Moi, c'est là que j'irais, puis que c'est ce qui m'a fait beaucoup, en fait, connecter avec mon corps, puis de me rendre compte que à l'intérieur de moi, puis il parle de ça dans le taoïsme aussi, dans la médecine chinoise, où on a des capsules énergétiques de péri dans notre corps à certains endroits qui sont reliés à des émotions, qui sont reliés à des croyances, à des façons de penser, à des façons de voir la vie, d'entrer en relation avec nous, avec les autres, qui fait en sorte que ben là, il y a une dysfonction, il y a un malaise ou un mal-être qui se crée à l'intérieur de notre corps physique et qui Mhm. a besoin d'être rencontré. Puis quand je dis rencontrer, pour rendre ça plus concret, quand on amène notre attention à un endroit dans notre corps, exemple, j'ai mal, j'ai une boule dans le ventre, puis j'amène mon attention sur mon ventre,
puis que je fais juste amener mon attention sur mon ventre, mais que je nourris pas peut-être la pensée à l'intérieur de moi qui dit, ben là, tu as mal au ventre, tu devrais aller voir le médecin, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, puis qui arrête pas. Puis que je fais juste dire, hey, tu me laisserais-tu 2 secondes? Juste, Exact, juste mettre mon attention ici, puis juste accueillir cette sensation-là en gardant mon attention, en respirant, puis en prenant soin de cette énergie-là. Comme si, en fait, j'apprivoisais peut-être un animal qui exact, est réticent de s'approcher de moi. Ben, j'irai pas courir après puis commencer à crier après. Va s'en aller, tu sais. exact. Mais si je prends le temps de ralentir puis de me donner l'espace, parce que ce qui arrive souvent, puis je suis sûr que tu as rencontré ça souvent dans tes explorations, dans les explorations avec tes clients, il y a une partie de nous qui veut que ça aille vite. Il y a une Ouais, partie de nous là, qui veut que ça soit comme on règle ça tout de suite, c'est fini, on passe à d'autres choses. Quand dans le fond, peut-être que quand on va amener mon attention sur la boule dans notre ventre, peut-être que ça va prendre 2, 3, 4, 5, 6 minutes avant que on commence à sentir qu'on est connecté avec ouais, cette énergie-là. Puis j'ai trouvé que pour moi, puis beaucoup avec mes clients, que cette partie-là de seulement être avec, exact. seulement être avec est ce qui est le plus puissant, en fait. Au-delà tu sais, Dick Schwartz enseigne beaucoup de parler aux différentes parties de nous, de parler à nos différentes sensations. Puis il y a certaines personnes qui ont de la misère, ils n'entendent pas, tu sais, ils n'entendent pas les parts. Puis, Mmh. mais tout le monde a accès à à mettre leur attention à différents endroits. Tout le monde a Mmh. accès à cette composante-là qui est non verbale, Mmh. euh, mais qui peut prendre un certain temps parce qu'on n'a jamais appris à faire ça, on n'a jamais fait ça. Puis il y a plusieurs parties de notre système qui pensent que c'est dangereux de faire ça, en fait. Ouais, puis pendant que tu m'expliquais ça, JF, je pensais à toi en 2016, puis à moi en 2016 quand on s'est rencontrés et je nous imaginais être en train d'écouter quelqu'un qui nous dit ce qu'on vient de dire. On dirait: «Man, tu gelé raide là, arrête là». Tu sais, on aurait trouvé ça complètement ridicule qu'on peut régler des affaires à l'intérieur de nous juste en étant, juste par être. Puis ça, je te dirais que c'est c'est souvent le frein que je rencontre avec mes clients qui sont à 90 des entrepreneurs, Mhm. qui j'étais en 2016-2017 là, avec la croyance qu'il faut faire, il faut maîtriser, il faut transformer, il faut contrôler, calculer, et cetera. Je répète souvent, il y a rien à faire. Mhm. Il y a rien à faire. Juste respirer, juste accueillir. Puis les clients qui sont capables, ils sont tous capables à un moment donné, mais les clients qui sont capables vite ou plus rapidement de juste dire: «OK, j'ai une boule dans l'estomac, puis ça me fait penser à quelque chose de très, très, très douloureux que j'ai rencontré en telle année avec telle personne, puis ça fait des années que je le réprime. Vraiment là, j'ai rien à faire, puis ça va s'estomper. Ouais, fais-moi confiance. Fais juste être, juste être. Respect. Ouais, mais là, j'aimerais ça que ça s'en aille. Ben, demande à cette partie-là si elle peut prendre une pause 5 minutes. Ça fait 18 ans qu'elle essaye de vouloir qu'elle s'en aille, cette boule-là dans Mhm. l'estomac. On va juste lui demander 5 minutes de test. Tu sais. Mais j'allais dire, c'est contre-intuitif. C'est pas contre-intuitif, mais c'est contre nature, c'est contre culture, en fait. Ouais, c'est contre-conditionnement, Exact. contre-programmation. Ouais. Puis j'ai lu un livre l'année passée qui s'appelle Letting Go. 350 pages sur comment laisser aller ses émotions, comment travailler avec ses émotions. J'ai lu le livre avec intérêt, puis à un moment donné, quand je l'ai fini, j'ai dit, il y a 300 pages de 323 pages de remplissage dans ce livre-là. J'ai refeuilleté à la page 19, je m'en souviens la page. J'ai dit, aïe, ce livre-là pourrait avoir une page. Mhm. C'est la page 19 qui dit la seule façon de libérer ses émotions, c'est de s'asseoir avec, l'accepter, rentrer dans l'émotion, puis laisser notre mental faire ce qu'il a à faire, mais pas le laisser gérer l'expérience. Fait que il a fallu que je me rende à la fin du livre pour me rendre compte que c'est tellement plus simple qu'on peut penser.
C'est tellement simple que notre mental dit « Non, 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 C'est ça. ça prend une psychanalyse de 24 ans, Exact. puis je dis une psychanalyse a sa valeur pour certaines personnes. Ça prend une retraite de yoga en Inde qui coûte 22 000. Il faut... ça prend des psychédéliques, il faut que je fasse... Et Ouais. tout ça, ça a de la valeur, là. Mais il y a aussi quelque chose de tellement puissant en nous qu'on a de la misère à le croire, qui est la puissance de notre attention bienveillante. La même attention que tu offres à un bébé qui pleure. Quand Mhm. tu C'est berces un ça. bébé qui pleure, Ouais. tu dis pas là, je te donne 5 minutes, puis dans 5 minutes, je retourne brasser la soupe parce que là, je suis tanné que tu pleures. C'est certain que si tu as cette énergie-là, l'enfant va continuer à pleurer. Si tu fais juste le bercer puis dire, regarde, fais ce que tu as à faire, je vais te bercer, puis je suis avec toi. J'ai rien à faire. Je suis avec toi. C'est correct. Tu as le droit de pleurer. Je t'expliquerai pas pourquoi tu devrais pas pleurer. Puis non, non. Tu as le droit de pleurer. En ce moment, c'est comme ça, puis je t'accueille comme ça. Ben, tout le monde est d'accord avec moi pour dire que c'est comme ça qu'on console un enfant. Mais quand c'est consoler une partie de nous qui est enfouie, puis qui a mal, qui a peur, qui a honte, ben là, on voudrait avoir des mécanismes plus complexes puis plus sophistiqués. Alors que c'est simple, je dis pas que c'est facile. Parce que Ouais. c'est un grand, grand désapprentissage que de retourner là. C'est pas un apprentissage, c'est un désapprentissage. Ouais, c'est d'apprendre des façons de rentrer en contact avec nous, finalement, de se rappeler, parce que c'est très. Quand on commence à pratiquer ce genre de choses-là, ça devient, pour la majorité des gens, s'ils donnent la permission de le faire, ça devient très intuitif de faire ça, parce que Oui. notre corps sait quoi faire quand on le laisse faire, quand on n'a pas toute la résistance qui empêche notre corps de faire son travail, donc de s'auto-guérir ou de s'auto-normaliser, si on peut utiliser ces termes-là. Puis je trouve qu'un des freins les plus grands, c'est que en règle générale, dans notre société, on a une très faible tolérance à l'inconfort à Mhm. l'intérieur de nous parce qu'on a développé tous les mécanismes inimaginables pour ne pas ressentir notre inconfort, en passant par la nutrition, les médias sociaux, les films, la pornographie, le sport, name it, tous Mhm. des mécanismes pour fuir l'inconfort qu'on ressent. Donc, on va faire quelque chose pour soit nous engourdir ou soit mobiliser notre énergie dans le sport, par exemple, pour ne pas ressentir. Exact. Et cette capacité à ressentir, c'est littéralement une compétence. C'est Exact. littéralement une compétence qu'on peut développer à l'intérieur de nous, de dire, ben moi, je vais pratiquer. Puis je me rappelle dans ma certification de Integral Facilitation en 2017, il nous demandait de c'est quoi ton intention pour l'année, tu sais, du programme. Puis mon intention, c'était je veux augmenter ma capacité à tolérer l'inconfort dans une conversation difficile. Mhm. Comme quand je deviens inconfortable, tout se ferme à l'intérieur de moi, puis que j'ai le goût de m'en aller parce que je ne sais pas comment dealer avec ça, là. Mhm. Mais de juste comme accueillir Mhm. cette tension-là, d'accueillir cet inconfort-là, puis de respirer avec, comme une de mes profs bouddhistes disait, être capable de tolérer une course de 10 000 chevaux à l'intérieur de soi, puis d'être capable de rester centré. Donc, Exact. d'être capable de rester centré avec un paquet de mouvements, de tension, d'inconfort à l'intérieur de nous, puis de ne pas vouloir se sauver, Exact. mais de pratiquer. Puis peut-être que les premières fois, ben, j'étais capable de tolérer 2 minutes, tu sais, puis après ça, ça partait dans ma tête ailleurs, tu sais. Puis je Mhm. n'étais pas capable de rester dans mon expérience, mais avec le temps, ça a grandi, grandi, grandi. Puis 1 an plus tard, j'étais beaucoup plus capable de rester en connexion avec mes émotions, avec mes sensations physiques, euh, en observant mon mental puis en m'en distançant un peu plus, tu sais. J'étais pas un Exact. expert, mais j'étais meilleur. Puis encore aujourd'hui, moi, je suis déclenché là, tous les jours. Et je perds Absolument. ma capacité à tolérer l'inconfort. Mais une des croyances qui habitent l'émotion difficile, qui vient de notre culture, c'est je ressens de la honte, par exemple, et c'est pas normal. Exact. Je suis en dépression et c'est pas normal. Je suis en deuil, je suis triste, j'ai plus envie de rien faire et c'est pas normal. Mais cette croyance-là est extrêmement néfaste parce Mhm. que euh,
y a-tu des humains qui vont fouler la terre sans vivre une dépression, sans vivre un deuil, sans vivre la honte? Donc, de vouloir se distancier de tout ça et de les étiqueter comme c'est pas normal parce que si tu regardes la télé, les médias sociaux, il y a une solution à tout. Tu sais, la vidéo, c'est Get rid of anxiety in 5 seconds. Exact. Je m'allais dire rapide aussi. Il y a une Yeah, solution, puis une solution rapide. exact. Donc, ça, cette croyance-là, elle est vraiment, est vraiment est souffrante parce que, Mhm. tu sais, un client, l'année passée, il avait eu des gros problèmes dans son entreprise, puis dans sa vie personnelle en même temps, puis il dit, tu sais, j'ai plus envie de rien faire, tu sais, j'ai fait de l'insomnie, puis entre et il y avait derrière sa phrase, j'espère que toi, Benoît, en tant que coach, tu vas me faire pouvoir m'aider à éviter tout ça. Mais non. Et ce que j'ai dit, c'est ben c'est normal que ce que tu vis, c'est normal que tu sois déprimé, c'est normal que tu n'aies pas envie, c'est normal que tu fasses de l'anxiété, c'est normal que tu dormes pas. Ah ouais, hein? Fait que le chemin d'évitement de tout ça, ben non, t'es dans un corps t'es incarné dans un corps physique, puis il y a des inconforts qui viennent avec, puis on peut peut-être les explorer ensemble, puis développer la tolérance à ça, puis les laisser se guérir par soi-même. Mais même le chemin spirituel, au début, et c'est ça qu'on entend dans la spiritualité quand on commence à s'y intéresser, c'est médite et tu vas vivre relax. Viens dans une retraite puis tu vas connecter à ta lumière. Fais des psychédéliques puis tu vas guérir tes Mhm. traumas. Ça, on appelle ça le Golden Shadow. C'est une autre méthode qu'on appelle à ce moment-là dans la vie de la spiritualité pour éviter la souffrance. Il y a eu la performance, il y a eu bâtir une famille, avoir une maison, les REER, le sport, le succès. Là, ah, la spiritualité est comme étant une autre voie d'évitement de notre souffrance, mais on s'en Mhm. rend compte à un moment donné que non, non, la vie, c'est de rencontrer sa souffrance et pas de se pas de l'entretenir, puis pas d'en devenir une obsession, puis pas de l'auto-entretenir dans une posture de victime. Mais la souffrance, on l'entretient seulement quand on l'entretient par notre mental. Fait que la spiritualité, moi, j'ai eu cette révélation-là à un moment donné, c'est Oh my God, c'est un autre outil que j'utilise pour éviter de rencontrer mes peurs existentielles, ma peur de l'abandon, ce que tout être humain vit, tu sais. Et c'est là que tu commences à vraiment faire à vraiment faire un travail Mhm. de spiritualité profonde. C'est-à-dire, OK, comment je peux me réapproprier la peur de moi qui a peur de l'abandon, qui a peur de perdre des proches, qui a peur de la perte, de la souffrance, de la honte, de la colère, etc. Tu sais. Puis c'est là que tu commences à redevenir entier. Et être entier, ça inclut le jour, la nuit, la joie, la peine, la peur, ça inclut tout ça. Tu sais. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai réalisé que j'étais vraiment prêt à accompagner les gens quand j'avais fait un bon bout de chemin dans réapproprier mes peurs. Et ça faisait un méchant bout que j'accompagnais des gens. Ouais. Ouais. Mais comment accompagner quelqu'un dans sa peur si tu n'as pas vraiment rencontré ta peur autre que dans un livre, puis de façon théorique? Et c'est pour ça que, ayant beaucoup rencontré l'abandon de mon identité de performance, Mhm. c'est ça qui amène les gens à moi. C'est pour ça que les gens me contactent pour les aider à rencontrer qui suis-je après la performance? Qui suis-je si je suis pas un entrepreneur qui a 100 personnes à diriger? Ben, c'est parce que je l'ai vécu dans mon corps physique, puis dans ma tête, puis dans mes émotions, que je suis capable d'accompagner les gens. Puis j'ai pas la prétention de savoir.
quel est le chemin qu'ils auront emprunté, tu sais? Parce que le mien, c'est pas le sien, puis c'est pas le tien, puis c'est pas l'autre, tu sais? Exactement. C'est ça, ce qui est intéressant aussi dans le domaine du coaching ou du développement ou de la psychologie, c'est que tu peux pas amener quelqu'un plus loin que ton propre niveau de développement. Fait Sinon, tu dangereux. qu'automatiquement, heu, tu ta propre limitation dans ton accompagnement. Puis si tu parlais de dangereux, moi, c'est un peu le piège dans lequel certaines personnes vont tomber quand ils veulent devenir, coach ou Ouais, accompagnant. Ils vont aller faire une petite courte certification et là, ils pensent qu'ils peuvent accompagner, des gens et sans faire un travail soutenu, sans faire un travail, profond sur eux-mêmes. exact. Donc, comme tu le sais, toutes nos blessures, on va les voir à l'extérieur de nous, dans nos clients, dans notre conjoint, dans nos enfants, dans nos parents. Toutes nos limitations sont projetées à l'extérieur de nous. Donc, forcément, quand mes clients vont arriver, ben, puis qu'ils vont arriver avec des peurs, ben, ces peurs-là, ils vont me les projeter. Puis si je ne les ai pas rencontrées à l'intérieur de moi, ça va être difficile d'accompagner Exact. ces gens-là. Parce que là, tout d'un coup, je vais être dérégulé, je vais tomber dans un instinct de survie. Donc, peut-être que je vais me mettre à combattre mon client, peut-être que je vais me mettre à éviter, à tourner alentour, puis la société nous dit, ben là, tu sais, la relation d'aide, c'est une business aussi, tu sais, fait que là, faut que tu gardes tes clients, puis Exact. tu sais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré moi-même, puis je me suis beaucoup posé de questions. Euh, sur qu'est-ce que mes clients me faisaient vivre. Oui, Ça s'était sûrement déjà arrivé oui, de terminer une séance puis de dire: «Hey, aujourd'hui, c'est moi qui aurais dû payer mon client», tu sais? exact. Parce Ah oui, que j'ai tellement retiré de cette séance-là par qu'est-ce que j'ai accompagné la personne à naviguer ou par qu'est-ce qu'elle, elle m'a projeté par rapport à ses propres prises de conscience qui résonnaient énormément avec moi, tu sais? Puis mmh c'est toujours une co-création, les relations d'accompagnement, qu'on a. Puis c'est une des choses pour lesquelles j'ai le plus de gratitude, c'est de pouvoir non seulement accompagner des gens, mais avoir ce reflet-là à oui, l'intérieur de moi qui est miroité. Puis j'accompagne des gens maintenant dans leur relation de couple. Puis mmh c'est tellement puissant parce que les dynamiques de couple sont tous pareils au bout de la ligne. On tombe tous dans les mêmes trappes. Puis quand je vois deux personnes en avant de moi tomber dans les mêmes trappes que moi, je tombe avec ma femme, ça me fait un méchant miroir de oui, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, pour augmenter ma prise de conscience de comment je peux m'arrêter dans ce moment-là, comment je peux euh, avoir conscience quand je suis en train de tomber dans ce pattern-là, puis de l'arrêter. C'est ça, je trouve que c'est le point le plus important d'une transformation, c'est d'être oui, de plus en plus conscient de c'est quand que je suis encore en train de tomber dans ce même pattern-là, dans ce même schéma-là avec cette telle personne ou moi avec moi. Tu sais. Quand est-ce que mon critique interne, mon juge interne, il embarque, puis là, il prend toute la place, puis j'ai plus de capacité, tu sais, d'avoir de l'espace. oui, Puis comment je peux arrêter tout ça, puis justement de prendre soin de euh, créer de l'espace pour rencontrer cette partie-là, puis de reprendre finalement le, le leadership de mon propre système. Tu sais, on parle de leadership de soi. Comment moi, je peux être le leader de mon système en cultivant ce que Dick Schwartz appelle le self, que moi, j'appelle le guide intérieur. Comment je peux cultiver assez de mon guide intérieur. Puis tu parlais tantôt de la compassion, de la bienveillance, de la curiosité. Euh, de l'ouverture, qui sont tous des qualités, en fait, de notre guide intérieur, mais aussi de notre cortex préfrontal. Tu sais, quand on a accès à notre mmh cortex préfrontal, on a accès à ces qualités-là, donc on peut euh, avoir accès à la meilleure version de nous-mêmes, la partie de nous qui est capable de diriger, prendre multiples perspectives, écouter, de ne pas être dans l'urgence, puis de prendre son temps, de prendre le temps que ça prend. Ouais, ouais, puis tantôt, on disait au service de qui, au service de quoi tu vas performer ou tu vas t'entraîner. Ben, la question se pose dans plusieurs facettes de notre vie, entre autres en coaching. Tu sais, au service de qui, au service de quoi je vais poser Mhm. telle action sur mon client ou telle non-action. Et moi, une des parties qui était très active quand j'ai commencé,
C'était mon désir d'être un super bon coach. Tu vas dire, Ben ouais, oui, mais Benoît, c'est c'est sûr. normal de vouloir être un bon coach. Oui, mais si je suis au service de moi-même, que je veux être un bon coach, je suis pas au service du client. Et peut-être que mon désir d'avoir de l'impact, de faire progresser le client, est en train de lui nuire parce que ce qu'il a besoin en ce Mhm, moment, c'est d'être accueilli, d'être juste accepté, puis juste de sentir qu'il n'y a pas besoin de faire de progrès avec moi pour que les progrès émergent. mhm, Fait que, moi, j'ai souvent observé cette partie-là euh, qui disait le client il est bloqué, il avance pas. Mais qui dit qu'il est bloqué? Qui dit qu'il faudrait qu'il débloque? Ça, c'est mon impatience à moi qui parle. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça se pourrait que je ne l'ai pas encore assez aimé pour qu'il trouve le courage de débloquer? Il y a peut-être besoin d'être bloqué pour 3 vies encore dans cette, dans cette dynamique-là pour apprendre quelque chose. Donc, ça moi, c'est l'AFS. Parce que l'AFS, c'est une technique que je fais à mes clients, mais c'est quelque chose d'abord que je fais à moi, que mhm. j'observe, que j'utilise Ouais. pour m'auto-inspecter, puis avant de commencer une session de coaching, OK, qu'est-ce qui est prêt? C'est quoi la part qui veut émerger en ce moment? Là? Qu'est-ce qui, c'est-tu la part du coach qui veut avoir de l'impact? C'est-tu le professeur qui va enseigner? C'est-tu le, le sage qui veut donc arriver avec une quote qui va inspirer mon client? Mais ça, c'est tout du bruit qui n'est pas nécessaire dans l'expérience client. Puis, il vient une zone là, où j'arrête de coacher, là, et c'est là que je suis à mon meilleur. C'est quand je coach plus. C'est comme si je lâche le volant, là, puis je dis, regarde, je fais juste ouvrir mon cœur, là, puis je fais juste raisonner au client que tout est beau, tout est correct. Puis de temps en temps, il y a une phrase, une question, il y a un sourire qui émerge. Puis là, ben, il n'y a plus un client devant moi, puis le client, il n'y a plus un coach devant lui. Il y a juste deux humains qui font un bout de chemin ensemble. Et c'est là que là, il se passe des affaires. Là, il y a un espace de compassion, de bienveillance, d'accueil qui fait que tu finis la rencontre, tu dis waouh, j'ai pas forcé aujourd'hui, puis c'est donc passé des affaires, tu sais. Ou le client t'envoie un courriel 5 jours plus tard, puis il dit hey, notre dernière rencontre a laissé. Il y a des choses qui ont bougé en moi. Tu dis, ah ouais, really? Mais c'est ça la magie de la magie du self, la magie de ce qui nous dépasse, notre petit individu à nous, tu sais. Mais il faut y faire confiance à cette affaire-là, qui n'est pas une affaire. Il faut y faire confiance pour s'y abandonner. Mhm, Puis quand tu commences à y goûter, tu fais comme oh my God, il se passe des affaires, puis ça devient quelque chose que tu as envie de cultiver, puis quelque chose que tu as envie de nourrir, puis de goûter de plus en plus pour toi, dans ta propre vie, mais tu cherches ça aussi dans les gens que tu rencontres, dans les contextes dans lesquels tu rencontres les gens, et que dans les contextes que tu n'as plus envie de rencontrer les gens, tu sais. Et le coaching, c'est une, pour moi et pour les autres coachs, mais pour moi, le coaching, c'est une pratique que je fais pour moi. C'est une pratique de développement personnel, de spiritualité, que je fais pour moi. mhm, C'est probablement une des pratiques les plus puissantes dans ma vie, celle de coacher une autre personne. Parce que je coach jamais une personne avant de me coacher moi-même. Je me coach moi-même, puis après ça, la personne apparaît dans mon écran, puis là, je la coach, mais je suis toujours en train de me coacher. C'est quoi se coacher? C'est une grande question, mais c'est s'observer, s'accepter, se laisser émerger ce qui a émergé, être curieux de ce qui se passe. Puis, fait que j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour les gens qui me font assez confiance pour les accompagner parce que ils m'accompagnent en quelque part sans s'en rendre compte. Puis quand je leur mhm, dis, ils sont crédules un peu. Quand je termine la rencontre en disant hey, merci, JF, pour cette rencontre-là, ça a été vraiment riche pour moi. C'est pas, c'est souvent difficile à comprendre pour eux à quel point c'est riche pour moi d'avoir cet espace d'ouverture-là d'un humain à un humain. Puis la preuve, ben, il y a des gens qui me disent, tu sais, Benoît, tu me connais vraiment plus que mon mari, ou tu me connais plus que mhm, mes enfants, mhm. ou j'ai jamais dit ça à personne,
où je me suis jamais même avoué ça à moi-même, puis là, je suis surpris de te l'avouer à toi-même. Mais c'est ça la force de l'espace qui se crée entre deux humains qui se font confiance, puis qui ont rien à se prouver, puis qui acceptent de ralentir, de ressentir, puis d'être inconfortable, puis d'explorer ce qui se passe quand on force pas, tu sais. Ouais, de transcender nos conditionnements, transcender notre personnalité finalement, notre ego. Exact, exact, Ouais. exact. S'autoriser à être dans cet espace-là où il y a personne qui est en contrôle, mais c'est quelque chose de plus grand que nous qui est en contrôle. C'est justement, on peut l'appeler le self, mais moi, je dirais c'est notre âme, dans certaines traditions, ils appellent ça, c'est nos corps énergétiques qui opèrent parce qu'on a tous une intelligence interne Mmh. qui est en dehors de notre cerveau complètement, qui est déjà là. Et la plupart du monde n'ont pas accès à ça parce qu'on est déconnecté de notre corps, donc déconnecté de cette intelligence qui envoie plus d'informations au cerveau que le cerveau en envoie Mmh. aux intestins, par exemple, ou au cœur. Mais quand on se reconnecte à ces centres-là, il y a quelque chose donc, quand le mental relâche, automatiquement, on revient connecté à ces centres-là, mais on ne s'en rend pas compte. Mais c'est une des choses qu'on fait dans Enosis, c'est qu'on pratique à reconnecter à ces centres-là pour être capable d'utiliser cette intelligence interne qui se manifeste sporadiquement quand notre mental lâche, quand notre ego se met de côté, parce que tout est déjà là. Tout est Exact. déjà là. Puis ces conditionnements-là, ils se sont appris, ils se sont créés en communauté Exact. avec maman, C'est papa, les frères, ça. les sœurs, l'école, la petite Mhm. école, la grande école, Ouais. et une des façons les plus puissantes de les déconditionner, c'est avec l'autre. Comme en 2016, quand on s'est rencontrés, on osait, on osait entrer en contact de façon différente dans un mini-groupe de 10-12 Ouais. personnes où est-ce que les choses étaient plus autorisées, la vulnérabilité était autorisée, etc., etc. C'est dans la puissance d'un groupe. J'ai encore de la misère, moi, à l'expliquer comment ça peut être puissant, ce qui se passe dans un groupe, et comment quelqu'un qui a rien dit de la rencontre finit la rencontre en disant ah, ça a tellement résonné ce que vous avez dit, j'ai appris telle affaire, j'ai réalisé telle chose en moi, mais elle a zéro intervenu, elle a zéro parlé. Mais dans l'ouverture de l'autre, elle s'est rencontrée, elle s'est reconnue, puis ça lui a permis de faire un miroir. Moi aussi, je vis ça, moi aussi, j'ai peur de telle affaire, moi aussi, j'ai soif de m'autoriser à être qui je suis vraiment. Donc, c'est pour ça, moi, ça fait partie de mes pratiques essentielles d'être dans des groupes, des communautés qui s'autorisent à s'explorer puis à s'accueillir soi-même, puis avec l'autre. Ça a commencé en 2016 dans le groupe avec lequel Ouais. on était. Mais je pense que autant on a des groupes de développement d'affaires, des groupes d'entrepreneuriat, des groupes de performance, puis c'est correct. Mais autant avoir des groupes je sais pas comment l'appeler, mais des groupes de ralentissement. Juste des groupes où on ralentit, où est-ce qu'on s'accueille, où est-ce qu'il n'y a pas tant d'agenda que ça, où est-ce qu'il n'y a pas tant de professeurs, puis d'enseignants, puis de coachs, puis de coachés, puis où est-ce que c'est plus horizontal. Euh, c'est une puissance vraiment incroyable. Oui, absolument. D'être dans l'acceptation des perspectives des autres aussi sans vouloir débattre son point ou sans vouloir avoir la vérité. Puis on était programmé à l'école pour avoir la vérité. Donc, Ça c'est vaut. sûr que c'est extrêmement difficile pour la majorité des gens, surtout si tu ne sais pas que tu es programmé et que tu es conditionné, de sortir de cette posture-là. Parce que c'est ça que je suis. Combien de personnes, et je l'ai dit moi-même, non, non, mais moi, je suis le même. Même moi, c'est le même que je suis. Fait que Je suis de même. automatiquement, je ne peux pas changer, c'est le même que je suis. Fait que c'est cette. J'aime dans IFS, puis en coaching, on pratique beaucoup de faire pratiquer nos clients à se désidentifier, donc de ne pas s'identifier à son émotion, mais de se désidentifier en disant non, je ressens, une partie de moi ressent Mhm. ça versus je suis l'émotion ou je suis cette croyance-là. Puis ça a un pouvoir extrêmement puissant libérateur d'une grosse lourdeur qu'on peut
qu'on porte tous et qu'on a tous porté à différents moments dans notre vie, de penser que c'est figé, il n'y a rien qui peut changer, puis je suis affligé pour le restant de cette vie-ci, tu sais. Quand que, Exact. dans le fond, ben non, on n'est pas affligé, c'est juste une composante de qui on est, de notre expérience. Et cette composante-là, ben, guess what? T'es pas tout seul à l'avoir, tu sais. Il y a plein de monde, puis en groupe, c'est ça la force, c'est que on voit que, hey, je suis pas tout seul à vivre ça. Je suis pas tout seul Mhm. à avoir cette Mhm. peur-là. Je suis pas tout seul à avoir cette inquiétude, ces doutes-là. Tout le monde les a. Puis Terry Real, mon mentor en coaching relationnel, il disait, on est blessé en relation, mais on se guérit aussi en relation parce que nos blessures ont été causées par une interaction avec un autre humain. Mhm. Ouais. Donc, c'est important d'être capable de créer des espaces où on peut vivre des expériences de transcendance, de qu'est-ce qui nous a blessés, où on peut être écouté, où on peut voir que hey, je ne suis pas tout seul à avoir vécu cette blessure-là. Puis c'est ce que moi j'ai remarqué avec notre programme de leadership qui m'a frappé le plus dans toutes les années d'enseignement, c'est de voir que tout le monde a les mêmes peurs. Que tu Ouais. sois un frontline manager ou que tu sois un employé ou que tu sois un président d'entreprise. Tout le monde a les mêmes peurs parce qu'on a tous grandi à travers le même système, avec les mêmes Mhm. règles qui avaient les mêmes conditionnements, les mêmes choses qui étaient valorisées ou mis de l'avant. On est tous Ouais, programmés. puis moi, dans ma vie passée, j'ai beaucoup entré en relation de façon insécure en mettant de l'avant mes succès, mes forces, mes puissances. Donc, si tu me demandais qui j'étais, ben je vais te défiler mon profil LinkedIn. Puis je vais te dire ce que j'ai fait la semaine passée, puis je vais te parler de mes triathlons, puis de. Mais dans cette posture-là, je vais recevoir de l'autre son profil LinkedIn. Mhm. Fait que c'est comme deux profils LinkedIn qui se rencontrent, ou deux avatars, ou deux construits qui se rencontrent. Puis là, ben les deux, on a soif de se rencontrer vraiment, mais on sait pas comment. Et quand tu tombes dans un espace de vulnérabilité, ben moi, j'ai tant d'employés, mais je doute donc de ma propre valeur. Ah ouais, toi aussi? Ouais, moi Mhm. aussi. Ah, puis tu sais, je vis tel problème à la maison, puis je vis tel. Ah, OK, toi aussi. Donc, quand on commence à déconstruire le profil LinkedIn ou notre avatar Instagram ou notre personnalité publique, puis on tombe dans une vulnérabilité, on est tous pareils. En haut, on est tous différents, puis on a de la misère à s'en mais en bas, on est tous pareils. Mhm. Puis, un exemple que j'ai un petit côté expiègle quand j'accompagne les gens, tu sais, puis j'aime ça, j'aime ça jouer avec un peu en bienveillance. J'accompagne des groupes d'entrepreneurs, puis quand je les fais se présenter, je dis, bon, on va se présenter si ça vous dérange pas, puis je vais vous demander de dire, pour vous présenter, votre nom et votre émission préférée quand vous étiez jeune. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je les empêche de se présenter avec leur avatar qui les protège puis les fait sentir quelqu'un. Puis il se crée soit un genre de malaise, un inconfort, ou soit du rire. Puis ah, toi, c'était l'émission. Puis ah. Donc, rapidement, après 5 minutes de rencontre, on a mis ça de côté, là, notre Mhm. histoire de LinkedIn. Puis c'est vraiment pas ça qu'on est, là. Comment ça, t'aimais ça? Ah, telle affaire. Ben, moi, ma soeur, elle écoutait Candy, fait que j'étais pas libre d'écouter. Là, rapidement, on relate à des choses qui sont Mhm. banales puis essentielles. Puis la trajectoire du dialogue ou de l'atelier est changée versus si on commençait en disant, ben moi, 4 générations d'entrepreneuriat, puis j'ai 8 ans, 8 usines, puis c'est tout ça de la frime. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'on est, puis c'est pas là-dedans qu'on se nourrit, tu sais. Ouais, c'est le rôle qu'on joue. C'est le rôle qu'on joue, puis il est vide, ce Mhm. rôle-là. Ouais. Il est utile. Il y a une utilité de protection, puis il faut pas le mépriser. Mais il y a du vide là-dedans, puis en ce moment, notre société, dans mon opinion à moi, on est rendu à la fin de cette stratégie-là collectivement de se définir par qui je suis dans une hiérarchie de succès, que ce soit homme, que ce soit femme. Mhm. Mhm. Qui suis-je dans mon nombre de followers? Qui suis-je dans cette consommation-là? Moi, j'ai 2 chalets, une piscine chauffée, 3 chars. On l'a essayé, on est allé au bout, et là, on est en train de... J'ai encore... je mange, mais j'ai encore faim. Mhm. Collectivement, c'est ça qui est en train de s'effriter, à mon avis.
c'est ce qui s'est effrité il y a quelques années Ouais. dans des gars comme toi, comme moi, puis d'autres gens qu'on coach. Et c'est juste le début d'un renouveau que j'espère être plus proche de soi, plus proche de la nature. Puis quand je dis la nature, c'est pas le parc des Laurentides. La nature, moi, je suis la nature. La lumière, la nuit, les saisons, la lune, ce que je mange, c'est la nature. Ouais. Tout est la nature, en fait. Se déconnecter, se reconnecter à ce cycle-là qui paraîtrait très, très loin quand je peux commander quelque chose, free shipping, qui arrive demain matin à ma porte. Tu sais, ça nous éloigne. Ou quand je peux avoir un ami qui s'appelle ChatGPT, tu sais, on s'éloigne là, de notre nature. Quand je suis tout seul dans ma chambre, je converse avec un robot, alors que quelqu'un d'autre est dans la chambre d'à côté, dans le salon, puis lui aussi converse avec un robot, mais il y a Mhm. deux humains dans la même maison qui conversent pas. Tu sais? Je pense qu'on est en train de revenir à ça, puis revenir à sa vraie nature, ça passe par une période d'inconfort, de chaos, de déstabilisation, de désorientation. On verra dans 50 ans si j'avais raison. Ou dans 20 ans, ou dans 10 ans, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ah, mais j'ai une croyance que ça va passer par des pratiques qu'on va s'autoriser de faire plus souvent au quotidien. Puis Hmm. justement, je serais curieux que tu nous guides à travers une pratique Hmm? que tu utilises personnellement, que tu utilises avec tes clients pour les aider à se reconnecter à leur vraie nature, à qu'est-ce qui est vivant en eux. Mhm. Ouais, ouais. Je te proposerais une méditation que je fais souvent en atelier ou avec mes clients en début de coaching quand je sens qu'ils arrivent et ils sont beaucoup dans l'histoire puis dans le. Ouais. Euh, c'est tout simplement, le nom que je donne à ça, c'est la vacance, être en vacances de faire. OK. Être J'aime en ça. vacances de faire. Fait que, Vas-y. OK, on y va, on commence ça. Donc, pour commencer, je vais vous inviter juste à porter votre attention vers l'intérieur, juste être curieux des sensations qui vous habitent. Il peut y avoir un momentum d'agitation, un momentum dans vos pensées. Juste être l'observateur des sensations qui vous habitent. Prendre le temps d'être, de ressentir. Vous pouvez porter votre attention à vos pieds, à vos fesses qui vous informent que vous êtes soutenu par la gravité. Depuis toujours et pour toujours, vous êtes soutenu par la Terre-Mère. Vous le savez mentalement, je vous invite maintenant à aller ressentir dans votre corps les sensations qui vous informent que vous êtes soutenu par la Terre. Dans vos pieds. Notez les sensations qui peuvent être différentes dans vos pieds d'un endroit à l'autre. Le talon, les orteils, l'arche du pied. Il n'y a rien à faire à part être, à part observer. Laissez aller même l'idée de méditer. Laissez aller les objectifs, les idées de ce que ça doit être, de ce que ça doit pas être. Observez les pensées qui passent. On les chasse pas, on s'y accroche pas. Juste être l'observateur des pensées qui vous habitent. Soyez curieux de votre respiration. Observez comment, en ce moment,
La respiration vous respire. La vie vous fait respirer. Sans avoir rien à faire, vous êtes supporté par la gravité. La vie vous respire. Il n'y a rien à faire. Pas d'objectif. C'est impossible de réussir. C'est impossible d'échouer. Juste observer. Juste être l'espace qui porte l'expérience. Expérience qui s'exprime à travers des sensations physiques, des phénomènes de respiration, des émotions peut-être, des pensées. Tout ça, c'est des phénomènes qui habitent l'expérience. On observe. Tout ce qui émerge est parfait, même la pensée qui vous dit que c'est pas parfait. Dans cette pause de doing, cette pause de faire, je vous invite à prendre en photo, à vous souvenir physiologiquement de l'état qui vous habite quand vous faites rien, quand personne vous attend, quand personne vous observe. Je vous invite à essayer de ramener cet état-là dans le monde du faire, dans le monde extérieur. Puis avant de rouvrir les yeux et de revenir au monde extérieur, prenez le temps de ressentir puis de mémoriser cet état-là où il n'y a rien à faire. Quand vous êtes prêt tranquillement, vous pouvez revenir au monde extérieur. Sinon, vous pouvez juste continuer de votre côté de l'exploration. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour ce moment de pause, de reconnexion à mon être, à notre être. Ça fait du bien. Mm-hmm. Ça fait du bien. Partir en vacances juste ici, direct là. Exactement. C'est un beau billet de permission. Mm-hmm. Ça coûte rien. C'est accessible. Donc, c'est suffit seulement de se donner la permission de Exact. le faire, se donner la permission de se donner ces 5 minutes-là pour faire cette pratique intentionnellement. Oui, puis j'aurais envie aussi de dire, si vous avez fait l'expérience puis vous avez trouvé ça super agréable, cool. Si vous avez trouvé ça vraiment désagréable, cool. C'est correct aussi. Et c'est normal lorsqu'on est vraiment dans un momentum très, 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 très intense de vie depuis des années, ce que moi j'ai été pendant des années. Lorsqu'on se met à ralentir, il y a des choses qui émergent qui sont désagréables ou inconfortables. Ou moi, c'était beaucoup, c'est bien long, ça va durer combien de temps, c'est pas productif, faut que je retourne à être productif. Mais ça ne veut pas dire que votre méditation était pas bonne. Au contraire, méditer, c'est juste prendre une pause et d'observer ce qui est exactement pour ce qui est. Et si ce qui est, c'est ma tête à spin, puis je suis tanné, je suis impatient, tu as réussi ta méditation, c'est-à-dire que tu as observé ce qu'il y avait à être observé à ce moment-là. Puis avec le temps, le corps voit de moins en moins comme une menace
le fait d'être immobile et d'être à rien faire. Et c'est normal pour certaines personnes, pour moi, ça a été ça, de voir l'inaction comme menaçant, dangereux et à risque de me ramener vers l'échec, le non-doing, le sentiment de ne pas avoir de valeur parce que je suis pas en train de travailler ou de faire des choses, d'accomplir des affaires. Tu sais. C'est tout à fait normal. Je vous invite à poursuivre puis à être curieux de ça, puis à vous accepter comme ça. C'est Mhm. comme quelqu'un qui commence à courir aujourd'hui. Ça se peut que ce soit pas super agréable son premier kilomètre de course. S'il continue, ben ça va devenir une habitude, puis à un moment donné, il va courir un 10, puis ça va être juste agréable. Ça va être juste cool. Absolument. Ouais, on te le souhaite. Ouais. Merci de cette suggestion. Je seconde cette suggestion, absolument. Merci beaucoup, Benoît, pour la C'est rencontre bon. d'aujourd'hui, cette conversation. Ça m'a fait chaud au cœur. Puis c'est toujours un plaisir de converser avec toi parce que j'ai tout le temps l'impression qu'on va un petit peu plus loin sur des sujets qu'on a abordés des dizaines de fois déjà, mais qu'on l'approfondit de part et d'autre. Puis en tout cas, pour moi, je vois toujours des nouvelles perspectives à propos de la même chose, ce que je trouve très intéressant, puis qui rend ma perception encore plus riche de notre conscience, puis de ce qu'on est, l'être humain, de ce qu'on peut devenir. C'est fascinant. On n'a pas fini Fasci- d'apprendre et de découvrir. c'est fascinant, c'est fascinant. Puis Benoît, en terminant, est-ce que tu pourrais nous dire comment on pourrait te rejoindre ou s'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire en fin de conversation que tu aimerais laisser aux auditeurs? S'ils sont rendus à la fin du vidéo, déjà, c'est un signe qu'il y a quelque chose de plus profond qui les habite que la vie qu'ils mènent en ce moment. Puis je suis vraiment là, pas là pour faire de la morale ou expliquer ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils devraient pas faire, mais si ça les si ça leur parle, si ça les invite, s'il y a quelque chose, une partie du il y a quelque chose de vrai là-dedans dans ce qu'ils disent, euh, ben soyez curieux puis allez vers quelqu'un, allez vers un psychologue, allez vers un groupe, allez vers un coach, allez vers quelqu'un d'autre qui semble raisonner là-dedans. Parce que si vous restez dans la société, dans la culture actuelle, elle va continuer à vous garder dans ses paramètres à elle, dans ses construits. Donc, allez vers ce qui vous appelle, allez chercher Mhm. un livre, écoutez des vidéos YouTube de gens qui vous amènent plus proche de votre vérité. Pas des gens qui vous disent quoi faire, mais des gens qui vous posent des questions puis qui rejoignez des groupes comme Enosis, la maison des leaders, où il y a plein de groupes comme Quatre Chemins, entre autres, qui vous accompagnent dans cette démarche-là. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup plus de gens que vous pensez qui font le chemin qu'on vous a Mhm. parlé aujourd'hui. Euh, un peu comme quand tu commences à jouer au curling, tu connaissais personne qui joue au curling, puis du jour au lendemain, tu te ramasses un an plus tard, puis il y a plein de monde qui joue au curling parce que tu as créé un réseau de ça, tu sais. Il y en a plein des gens, il y en a plein des groupes, il y a plein de Mhm. livres. Fait que suivez cet appel-là, puis il y a quelque chose de plus vrai puis de plus riche que vous qui existe dans votre démarche. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci, Benoît. Merci mon frère, c'est Jeff. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Je sais que c'est pas la première ni la dernière conversation qu'on va avoir ensemble. Puis bien hâte de m'entretenir avec toi la prochaine fois. Prends soin de toi, mon frère. À bientôt. Merci. Toi aussi.